à tous, c'est Mélie sans Mélo et on se retrouve aujourd'hui avec une petite nouveauté qui est en fait une softbox. Donc je plisse peut-être un peu les yeux ou peut-être qu'il y a des ombres bizarres. Je fais des tests et ça tombe sur cette vidéo. Chez Mélo ça avait plutôt bien marché, donc on va voir ce que ça donne ici. En attendant, ça me fait mal aux yeux. Si on se retrouve aujourd'hui, c'est pas seulement pour faire des tests de lumière, mais c'est surtout pour parler de mes deux dernières lectures du PLIB 2020. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à venir me voir dans les commentaires pour me dire un peu ce que vous avez pensé de ce roman, si vous êtes d'accord avec moi ou pas du tout, quels sont vos avis tout simplement, voilà, sur ces deux romans. J'ai été plutôt méticuleuse par rapport à ces dernières lectures puisque j'ai annoté le roman, alors pas directement dessus mais bon voilà, vous commencez à comprendre mon système de post-it et en e-book en surlignant, et du coup après je repasse dessus, je fais une petite synthèse annotée, des points positifs et des points négatifs sur mon carnet, donc allons-y. Je vais commencer par un roman qui me semble a été un coup de cœur pour Mélo et il s'agit de Mère morte de Aurélie Wellenstein. Du coup on va commencer par les points positifs. La plume est très fluide, j'ai beaucoup aimé ça, je ne sais pas exactement de quelle lecture je ressortais, sûrement de Moitié d'âme, et du coup ça m'a fait du bien en fait de retrouver une simplicité, une fluidité. Alors pour le coup ça reste assez simple, mais il y a du vocabulaire, sachant que généralement j'ai tendance à remarquer ça dans le jeune adulte, dans la jeunesse, c'est toujours un peu les mêmes choses qui reviennent. C'est lassant à la fin et puis je trouve ça tellement dommage avec la langue que l'on a qui est tellement riche. Donc voilà, quand j'ai un roman qui utilise un petit peu des mots de vocabulaire qui sont moins usités, que j'ai pas l'habitude de voir, je le souligne parce que ça fait plaisir. Je vous ai même pas parlé de l'histoire, mais je pense que vous avez à peu près suivi. On va faire un petit résumé rapidement pour replacer le contexte. On est dans un monde post-catastrophe climatique, on va l'appeler comme ça, où les humains se sont regroupés en petits groupes pour rassembler leurs vivres déjà, donc le peu d'eau qu'il leur reste, avoir quelques cultures maraîchères pour leur permettre de vivre, et surtout faire face aux mers mortes, donc qui sont des marais remplis, enfin des marais fantômes, donc c'est pas vraiment de l'eau mais des immenses vagues qui attaquent un peu l'esprit des gens, qui les font halluciner, qui sont dans l'eau, et en fait pendant ce temps-là il y a des fantômes de créatures marines qui sont mortes en pleine agonie et dues à tout plein d'activités humaines, on va dire. Ces bêtes-là, ces fantômes de ces bêtes-là s'attaquent aux âmes et les mangent. Voilà, pour ne laisser que des coquilles vides derrière, si j'ai bien compris. Dans tout ça, on a si les bastions où se regroupent les humains sont chanceux, ils ont des exorcistes qui sont des personnes qui arrivent à manipuler leur propre esprit pour créer des boucliers et plein d'autres choses. Et donc le personnage principal de cette histoire est justement un exorciste qui s'appelle Oural, qui est je pense un adolescent, et en fait il va se faire enlever par des pirates qui donc l'enlèvent de son bastion dont il a la protection et l'emmènent avec lui à travers une quête qui, on le comprend assez rapidement, est censé délivrer l'humanité. J'ai beaucoup aimé ce format de quête. Pour le coup c'est quelque chose dont on pourrait dire que ce n'est pas très original, un format de quête dans la fantasy, mais finalement sur les présélectionnés et les sélectionnés que j'ai lus, j'ai pas vraiment retrouvé ce schéma très, voilà, très droit, très simple. On a un objectif et on suit la route pour y arriver. Moi j'ai bien aimé, voilà, je pense que ça me manquait ce type de lecture, donc c'était un gros plaisir. Bien sûr l'univers m'a plu. Alors le monde post-catastrophique est très bien décrit, on le saisit complètement. Donc voilà, l'univers m'a plu et j'ai beaucoup aimé bien sûr cet aspect piraterie. Le dernier livre que j'ai lu qui apporte un peu cet aspect là, c'est Les Nuages de Magellan, que j'ai adoré, franchement qui a été un gros coup de cœur, même si pas assez exploité. Et voilà, j'ai retrouvé un peu cet esprit là chez Aurélie Wellenstein et ça m'a beaucoup plu. Alors j'ai pas autant aimé que Les Nuages de Magellan, mais voilà, ça a été une très belle lecture grâce à cet aspect-là. Ensuite, on peut parler un peu des personnages. J'ai bien aimé Oural, j'ai bien aimé le chef des pirates qui s'appelle Bengal. J'ai aimé cet ensemble un peu hétéroclite de personnages aux histoires tous très différents, mais unis dans cette même dans cette même quête et qui suivent un gros gourou. Celui-là il est un petit peu perché, il a une particularité qui est vraiment très sympa avec
pas mal de mystères autour qu'on découvre progressivement. J'ai bien aimé la progression dans cette histoire, je trouve qu'elle est bien amenée, bien faite, la découverte des personnages, la psychologie des personnages est très bien traitée, je pense que ça c'est un des gros points forts d'Aurélie Wellenstein. Elle nous avait fait la même dans Le Dieu Oiseau, que pour ma part j'avais un peu moins aimé, j'avais pas été très sensible à cette lecture, contrairement à celle-ci. Donc voilà, pareil, là je trouve qu'en termes de psychologie, ça va chercher, voilà, assez loin. Il y a quelques scènes, enfin en tout cas une scène qui me revient en tête qu'on n'a pas l'habitude de voir dans des romans et qui pourtant, enfin c'est des choses de la vie quoi. Donc voilà, j'ai vraiment bien aimé. Par contre, ce livre n'est pas un coup de cœur. Alors, ça aurait pu, je pense que ça aurait pu être un coup de cœur. Finalement, le coup de cœur, ça se décide pas sur des arguments rationnels. Je pense qu'on ressent un coup de cœur ou on le ressent pas. Là, j'ai pas eu le ressenti, c'est-à-dire que ce livre n'est pas resté me hanter jour après jour une fois que je l'ai eu terminé. Donc c'est pas un coup de cœur. Et c'est pas non plus un livre sublime et incroyable, je trouve qu'il a quelques points qui moi m'ont gêné. Et je vais commencer par les deux premiers qui sont pour moi les deux plus gros. Le premier étant la personnification des animaux. Donc tout au long de ce roman on va voir énormément d'animaux marins, c'est la base même de l'histoire on va dire, des animaux marins souffrants qui sont morts, qui ont agonisé pour diverses raisons, que ce soit la pêche, enfin les instruments de pêche, le braconnage, la cruauté humaine, enfin j'en passe. Et ils sont énormément personnifiés. Alors je pense que ça va avec le second point que j'évoquerai après, mais comment dire, je reconnais tout à fait que les animaux ont des nerfs, du muscle, enfin du sang, ils respirent, ils pensent, ils réfléchissent pour certains. Donc je conçois qu'ils connaissent la souffrance. Ça c'est absolument pas... mon propos n'est pas de dire que les animaux ne souffrent pas, loin de là, mais plutôt de dire que dans l'expression de la souffrance, je trouve que ce roman a trop tendance à utiliser du vocabulaire qui est lié à l'humain. Par exemple le mot hurler, quoique un hurlement ça peut être animal. Moi je sais pas, j'ai trouvé qu'il y avait une personnification de l'animal qui m'a un petit peu dérangée. En ce qui concerne ces scènes avec les animaux, il y en a quelques-uns, je crois, j'ai entendu des avis qui disaient que c'était très gore. Je ne suis pas d'accord, j'ai pas trouvé que c'était très gore, c'est sûr que c'est un peu dur, qu'il y a des détails et que tout le monde peut ne pas être à l'aise avec ça, mais je pense qu'ils étaient essentiels. J'ai trouvé ce roman moins répugnant, je pense que le terme est là, répugnant, que Le Dieu Oiseau, qui moi, bref, ça m'a un peu remué et j'ai pas adhéré du coup. Et du coup, personnification qui va avec le deuxième point, qui est la culpabilisation du lecteur. Alors, je trouve que c'est très important de lire des romans engagés. Je trouve que c'est très important de faire passer des idées. Je trouve que c'est hyper important d'exposer des faits, des choses qui pourraient arriver. C'est ultra important voilà, d'en parler pour une prise de conscience. Mais je n'aime pas quand ça passe par le fait de pointer du doigt quelqu'un ou un groupe d'individus, ou encore pire, faire des généralités. Moi c'est quelque chose vraiment avec lequel j'ai du mal, même dans la vie de tous les jours. Je trouve que dans ces cas-là, de toute façon, c'est quand on fait des généralités, c'est toujours les personnes les moins concernées qui se sentent les plus concernées et du coup, c'est un peu contre-productif. Donc ça passe notamment par une question qui est posée tout au début du roman. La question est quand même comment des parents pourraient-ils avoir la cruauté de faire naître un enfant dans un monde pareil. C'est une question un peu d'actualité, il y a beaucoup de couples qui décident de ne pas avoir d'enfants du fait de la catastrophe écologique qui se profile. C'est un choix qui je pense ne doit pas être jugé, sur lequel personne n'a rien à redire. Effectivement la question des enfants se pose, je pense qu'elle pourrait être formulée d'une autre manière pour ne pas être aussi culpabilisante. J'ai pas aimé, voilà, et ça c'était le premier élément, c'était dans le premier chapitre et du coup ça commençait un petit peu mal. Culpabilisation, moi j'aime pas, donc après il y avait d'autres, bah forcément les cauchemars, donc on va suivre en fait les cauchemars de certains animaux, des souvenirs en fait, puisque des cauchemars.
les souvenirs de la douleur, les souvenirs de la cruauté. Déjà par rapport aux souvenirs des animaux et le lien avec la personnification, est-ce que les animaux ont de vrais souvenirs, de réels souvenirs au sens humain du terme, c'est-à-dire se souvenir de leur passé? Bien sûr que un chat qui s'est fait ébouillanter craindra l'eau froide également, ça il n'y a pas de doute là-dessus. Est-ce que c'est réellement des souvenirs physiques et imagés ou est-ce que c'est des souvenirs de sensations et un instinct de préservation? Voilà, donc déjà là je me dis bon, vivre des souvenirs d'animaux, bon ouais, pourquoi pas. Mais voilà, ces cauchemars qui sont quand même, comme je vous l'ai dit, assez détaillés et assez glauques finalement, servent la culpabilisation et voilà. Bon. Mais je pense que c'était des détails assez importants à donner. Après, il fallait voir comment le faire. Mais voilà, moi, ce sont vraiment ces deux points-là qui sont pour moi les plus négatifs dans ce roman. Après, c'est une question de goût. Il y a des gens qui vont être très sensibles à ça et que ça dérangera pas du tout. Moi, de mon côté, j'ai pas trop apprécié. Ensuite, il y a quelques points qui m'ont fait un peu rigoler et qui là aussi m'ont un peu bloqué, à savoir que le personnage Oural, et bah j'ai trouvé qu'il évoluait pas beaucoup en fait. Il a une pensée récurrente qui est la pensée de la fuite pour retourner en arrière. Alors je suis d'accord que ça peut être une pensée récurrente pendant un petit moment, puis au bout d'un moment bah, ça commence à bien faire et à faire un petit peu lourd et répétitif. De la même manière, donc c'est un personnage qui évolue pas, et de la même manière il y a pas mal d'autres personnages qui ressentent un sentiment de jalousie, bien et mal amené en même temps, c'est-à-dire qu'il y a une explication mais qui pour moi n'est pas suffisante. Les points suivants en fait c'est plus des... Enfin, ce sont des points négatifs pour moi, mais c'est beaucoup plus ponctuel, c'est des petites phases qui m'ont un peu fait lever les yeux au ciel. À plusieurs reprises, on a des fusillades et aucun des héros n'est blessé. Et en fait, j'avais typiquement l'impression de voir un film d'action où vous savez, vous avez votre groupe de héros là qui fusent sous les balles, ils se font tirer dessus et tout, et en fait, bah, ils vont tous bien après. Voilà, et bien sûr, c'est tous les méchants qui sont morts. Bon, je trouve ça assez peu réaliste. Ensuite, on est dans un monde qui depuis plusieurs années n'est plus du tout connecté, et pourtant, pour autant, tout le monde parle la même langue. Alors, est-ce que c'est parce que dans le passé, enfin avant la catastrophe, tout le monde parlait déjà la même langue, ou parce que je sais pas, ils ont des super traductions dans leur cerveau ou je sais pas quoi. Bref, vous savez à quel point le sujet des langues, pour moi, c'est un point qui retient mon attention systématiquement. J'aime quand il y a des explications, et ici, il n'y en a pas, ou alors je les ai ratées. Et ensuite, il y a quelques, comment dire, déclarations, quelques prises de position, je dirais, des héros qui m'ont dérangée, soit parce qu'elles tombaient du ciel, soit parce qu'elles faisaient archi cliché. Comme j'ai terminé par la liste des points négatifs, ça vous donne peut-être l'impression que j'ai moins aimé ce livre que ce que je ne vous ai dit au début, et c'est faux. Sachez que ce livre fera partie de mes 5 finalistes, je l'ai trouvé vraiment excellent, la plume est super, l'univers est très sympa, la quête est incroyable, il y a une partie très engagée qui est super importante et qui, je pense, juste pour ça, mérite qu'on le lise, même s'il y a plein d'autres raisons pour lesquelles il faut que vous le lisiez. Mère morte d'Aurélie Wellenstein sera sur ma liste des 5 finalistes et je vous le recommande chaudement. Le deuxième roman dont je vais vous parler, c'est Moitié d'âme de Anthelme Hochekorn, il me semble, ça doit être ça. Et de la même manière, j'ai relevé les points positifs et les points négatifs. Je vais quand même peut-être commencer par vous faire un petit résumé qui sera, je pense, beaucoup moins clair que celui de Mère morte, parce que tout simplement le roman est également beaucoup moins clair et beaucoup plus fourni, on va dire. On se retrouve dans un royaume qui était par le passé gouverné par des fae, divisé en 4 royaumes, un pour chaque saison. Et chacun des royaumes rassemblait des personnes et qui manipulaient la magie de façon différente. Les hommes, les humains sont arrivés, ils ont appris à se servir de la magie mais de façon détournée, c'est-à-dire que eux ils ont absolument besoin d'être deux pour pouvoir produire une magie correcte, et il y a eu une grosse guerre contre les fae que les fae ont perdu. Et dans tout ça on va suivre en fait un groupe de caravaniers qui qui a un peu décidé ou qui n'a pas eu le choix que de s'écarter de la civilisation humaine et qui erre dans le nord du pays, dans le dernier royaume, le royaume de l'hiver, et auquel il va arriver quelques péripéties
Et dans ce groupe, on a notamment, on va dire, ouais, 2 personnages principaux qui sont Liutgarde, une jeune femme qui a décidé de s'exiler pour échapper à son mari Maege, qui était en fait un vieux gars pas cool. Et qui donc a rejoint Rollon qui lui est un peu l'ennemi public numéro 1 pour une raison qui reste mystérieuse au début. Mélo avait une grosse frayeur quand elle avait lu le résumé qui parle beaucoup de liens, du coup de moitié d'âme quand même, d'amour, et elle avait très peur que ça tourne à la romance super relou. Et en fait ça va, franchement c'est vrai que j'ai eu un peu du coup cette appréhension. Mais ça va, ça s'est bien passé. Bon, maintenant que je vous ai fait un résumé qui, je l'espère, est assez clair, on va pouvoir passer sur les points positifs et les points négatifs. On va commencer par les points positifs. Déjà, au début, il y a une carte. Et franchement, moi j'adore les cartes. On n'avait pas de carte dans L'âme vive de Ariel Holst dans la même sélection et c'était un petit peu la déception. Et en plus de la carte, on a un prologue qui va avec la carte et qui est super bien utilisé pour présenter justement cette histoire de Fae et des 4 royaumes. Donc du coup, quand on arrive dans le roman, les légendes sont bien ancrées et on peut avancer dans l'histoire et saisir un peu ce qui se passe. On rajoute à ça de belles descriptions et un bon vocabulaire, mais par contre, alors c'est pas un reproche, mais ce qu'il faut noter par rapport à Mer Morte, c'est vraiment que là, la plume est très fournie, assez dense, assez lourde aussi, assez complexe. C'est typiquement la plume de fantasy qui peut faire un peu flipper et qui n'est pas adaptée à tous les lecteurs, je le conçois complètement. Il y a aussi pas mal de vocabulaire imaginé en fait. Tout est renvoyé à un glossaire à la fin, sauf qu'il n'y a pas les petites étoiles pour renvoyer au glossaire et moi j'ai clairement la flemme quand je trouve un mot que je ne connais pas d'aller voir si oui ou non il est dans le glossaire, parce que parfois ça n'y est pas. Donc du coup très clairement je l'ai pas utilisé et ça c'est un gros dommage. Le scénario, je l'ai trouvé pourquoi pas, voilà, c'est pas un scénario comme je vous disais qui va tout droit et on sait où on va, non c'est vrai que on se fait un petit peu balader en tant que lecteur, mais voilà, c'est une jolie balade, il n'y a pas, je pense, de quoi se plaindre, si ce n'est la lenteur du scénario. Je trouve que le roman a mis un peu de temps à démarrer. Je vous l'ai pas dit dans cette vidéo, mais j'ai sûrement déjà évoqué, ce roman, moi j'ai dû le lire en 2 fois, parce que très clairement, à un moment donné, c'était plus dû à ce que j'avais lu avant, une overdose de fantasy jeune adulte. Donc voilà, c'est ce que je dirais, c'est que c'est de la vraie fantasy, un petit peu lente, un peu lourde, mais ça fait plaisir aux amateurs du genre, je pense. Passons aux points négatifs, parce qu'il y en a quand même quelques-uns. J'ai trouvé qu'il y a un certain nombre de moments dans le roman, je les ai surlignés à chaque fois, il y a des évidences qui sont énoncées. Je me souviens, je crois, d'une description, donc ça doit être Luthgard qui se blesse, donc c'est pas écrit comme ça, genre elle chute, elle s'écorche, il y a du sang sur sa peau blanche. Elle était blessée, point. Je pense que c'est bon, on a compris, elle chute, il y a du sang sur sa peau blanche, on sait qu'elle est blessée. Et en fait ça c'est un seul exemple, mais je pense que ça retraduit quelque chose qui est arrivé à plusieurs reprises. Et de la même manière, la narration est un peu lourdingue parfois. Alors c'est bien de trouver un équilibre entre le dialogue et la narration, mais quand la narration se substitue au dialogue, c'est que bon, il y a un petit manque d'équilibre quand même. Pour vous donner un exemple, c'est elle lui raconta à mi-voix son rêve, point. Alors, qu'en pensait-il dans la narration? C'est pas... Enfin... Ah, c'est dur à expliquer, mais voilà, c'est quelque chose qui revient assez souvent, et de la même manière, ce qui revient archi souvent et qui rajoute à la lourdeur, c'est les 3 petits points. Les points de suspension sont archi utilisés et c'est too much. Au début, il y a assez peu d'indications temporelles et très très peu de contexte, c'est-à-dire que ben on suit les péripéties de nos caravaniers qui voyagent, mais on sait pas trop sur quelle distance, en combien de temps, où est-ce qu'ils vont, quand est-ce qu'ils arrivent à un endroit. Ça y est, en fait, ils voyagent, puis d'un seul coup l'action commence à un endroit, on se dit ah ok, bah ils sont arrivés, très bien. J'ai fait le tour de mes points positifs, points négatifs. Ce que je peux rajouter, c'est que moi, les histoires de fae, si vous voulez, c'est de fées en fait, tout simplement, c'est pas quelque chose qui me botte de ouf, donc du coup j'ai pas un gros référentiel et j'ai très peu de comparaisons. J'ai lu Un palais d'épines de rose et très clairement c'est pas du tout quelque chose qui m'attire, donc voilà, je l'ai lu, c'est sympa, mais c'est pas mon gros kiff, c'est pas mon gros truc. Après c'est sûr qu'il a des qualités littéraires. En ce qui concerne les personnages, parfois j'ai trouvé il y a des réactions que j'ai trouvé un peu too much, un peu pas ouf. Les persos m'ont pas
archi séduite. L'histoire en soi m'a pas archi séduite. Comme je vous ai dit, j'ai eu un peu de mal. Après ça se lit. Bon, voilà, je pense que pour les gens dont c'est le truc, ça doit être super sympa. Mais je fais pas partie du public vraiment touché par cette histoire. Donc du coup, sans grande surprise, il ne fera pas partie de mes finalistes. Voilà un petit point sur mes 2 dernières lectures du PLIB. Il m'en reste encore une seule que j'ai lue sur laquelle on vous fera une comparaison. Il s'agit des Brumes de Cendrelune, donc je pense que la comparaison va être assez intéressante puisque je pense qu'on n'a pas tout à fait les mêmes avis, hein, donc j'espère que ça vous fera plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu également. Si vous avez lu ces romans ou si vous avez envie de les lire, n'hésitez pas à venir m'en parler dans les commentaires, c'est toujours avec plaisir que j'échange avec vous. Sur ce, je vais vous souhaiter à toutes et à tous de très très belles lectures et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.